Nous voilà repartis. Après un premier road trip au Maroc, je crois qu'on a attrapé le virus. On aurait peut-être aimé partir un peu plus loin que les Pyrénées cette année, sous des paysages un peu plus exotiques, mais bon, ce voyage on l'a pas vraiment préparé. Enfin, on n'y pense pas depuis des mois quoi. On voulait juste repartir, revivre cette sensation magique de prendre la route, mais pas juste pour une journée ou deux. Partir pendant 10 ou 15 jours, dormir sous la tente et ne pas faire grand chose d'autre que rouler. On est donc parti de l'autre côté de la frontière, en Espagne. Notre départ se fait sous la pluie. Et franchement, quitter la maison sous la pluie pour commencer un voyage, ça tue un peu le moral. Notre premier arrêt mécanique. Faut savoir que Michel, grand procrastinateur, a commencé à préparer sa moto 2 jours avant le départ. Du coup, après seulement 20 km, il ne pense qu'à sa chaîne mal rivetée. Alors on fait un stop chez un réparateur super sympa, qui a réglé le problème en 1 minute. J'avais pas l'outil, je pense, pour bien le rifter, bien l'écarter autour. Et ouais. Là c'est un peu plus écrasé, là ça l'écarte. Puis nouvel arrêt, car il a perdu la plaque du tendeur de chaîne. On demande au patron s'il n'a pas une grosse rondelle qui traîne. Il nous répond d'aller fouiller dans le gros bidon, au fond du garage. Ouais, par contre on fait une rondelle entre les deux. Quelques kilomètres plus tard, c'est ma moto qui fait des siennes. Problème de carbu sûrement. Décidément, on se demande ironiquement si on a suffisamment préparé ce voyage. Heureusement, le soleil pointe son nez, plus on fait cap au sud. Après 8 heures de moto, on arrive enfin à Collioure, une belle ville de Méditerranée. Notre première nuit se fera au camping La Coste Rouge, à seulement quelques kilomètres de la frontière. Je suis derrière le mur là. Ouais, derrière le mur. Ça vous va? Ouais. Bon, bah écoutez, l'emplacement il sera pas dépaysé quoi. Pourquoi? Parce que hier on avait 2 motards qui venaient de Charente. Ah ouais? Ici? Enfin, Charente-Maritime. Exactement, on est de La Rochelle. D'accord, à nous les cognac. On les a placés au même endroit quoi. Donc voilà. Parfait. Donc, voilà. Bah, je vous souhaite une bonne installation. Ouais, merci beaucoup. Vous êtes là pour combien de temps? Juste ce soir. Juste ce soir, Ouais. juste pour cette nuit? Ouais. Ok, ça marche, y a pas de soucis. Merci. Le soir, on fera une petite balade dans Collioure, avant d'aller dîner au bord de l'eau. Bon, on quitte notre camping à Collioure. Il est 9h39. On va trouver un petit supermarché, faire quelques courses parce qu'aujourd'hui l'aventure commence. Et on est à quelques kilomètres de récupérer notre trace qui commence en dessous Collioure. Et voilà. Cette trace, on l'a trouvée sur internet, sous le nom de Transpyrénéenne 14 jours. C'est une trace de 4x4, mais on en a chargé d'autres dans nos téléphones au cas où. Mais c'est normalement celle qu'on va le plus suivre. Mais avant, c'est l'heure de faire une escale sur la plage de Banyuls, pour avaler un 4 quarts comme petit déj. On vient juste d'attaquer la vraie piste et ça commence fort. Et oui, on est un peu rouillé nous. Plusieurs mois sans tout terrain et 600 km de route la veille.
Les premières pistes nous impressionnent. C'est pourtant pas grand chose, mais assez pour nous rendre heureux. Am I moving back in time? Just standing still. I met a man with a broken back. He had a fear in his eyes that I could understand. I can't even shake the hand without breaking. I've been pulling on the wire, but it just won't break. I've been turning up the dial, but I hear no sound. I resist what I cannot change. Dirección de la gasolina. Gasolina. ¿Quieres? Bien sûr, on ne parle pas un mot d'espagnol. Michel a une excuse, il a fait allemand. Quant à moi, j'ai juste tout oublié, je crois. Alors même pour demander son chemin, c'est sport. Ah, 5. Ok. Ok. I'm away in a tiny lost, like a demon in a doorway waiting to be born. But I'm here all alone, just begging. Pull me close and let me hold you in. Give me the deeper understanding of who I am. Yeah, I'm moving back again. I'm waiting, yeah. I'm just pulling on a wire, but it just won't break. I've been turning up a dial, but I hear no sound. I resist. Cette piste est géniale. La terre est un peu humide, il y a des vagues causées par les ravines et on a l'impression de décoller alors que c'est juste les suspensions qui se libèrent. Mais c'est drôle. Parfait pour casser du matériel. Putain, ta valise, Michel. T'as tout arraché là. T'as tout arraché, t'as tout perdu là. À l'instant là. Ah oui, là elle est morte là. Non mais je l'ai vu monter en l'air et quand elle a atterri, plaque. Ah ouais là elle est... En fait ça, elle est décousue tout le tour. Ça c'est les trucs chinois, hein. C'est du pire. Et l'autre en plus c'est comme l'autre je l'ai élargi, je me suis dit ça allait être pire. Voilà. Je sais pas comment on va faire là pour stocker tout ça. Il y a un petit problème de déchirure. Vous voyez ça c'est une valise AliExpress qu'on peut trouver pour 30 balles je pense. Ouais, 35 € les deux. Bah c'est bien pour faire juste un road trip. C'est du 2, c'est pas bon. C'est Maroc et après c'est poubelle. C'est complètement déchiré. Elle est décapsulée comme une boîte de conserve, on a ouvert comme ça. Donc là il y avait quand même la caisse à outils là-dedans. Ah, c'était lourd. Hein. Quelques pièces de rechange. Et puis la caisse à outils vraiment elle est lourde. On était sur une piste vraiment géniale. Puis là elle a pas aimé le dernier saut. Ah la piste était vraiment super. Ouais. C'est ce qu'on est venu. C'est ce qu'on est venu chercher hein. On a cassé quoi? La batterie c'est tout? La petite batterie. La batterie elle est cassée. La batterie pour les téléphones. Et ça maintenant. T'as du fil et une aiguille? Non. Même pas? Après avoir bien scotché les affaires de la valise déchirée, on est reparti. En fait, ça nous fait plutôt rire ce genre de pépin. Il n'y a vraiment rien de grave, on trouvera bien un sac de sport à la prochaine ville.
fait 35,2 degrés. Bon, en fait, si on en est là, c'est parce que on suivait notre trace et la route est barrée, et en fait c'est des routes qui ferment la journée de juillet et août parce qu'il y a beaucoup de touristes. Du coup ils ferment de 9 h le matin à 7 h le soir, donc on peut passer que soit le matin tôt, soit le soir tard ou la nuit. Du coup on n'a pas pu passer, et du coup on se fait une petite séance d'enduro là, de single track au milieu de la forêt. Mais là ça passe pas là. Si, ça va. C'est bon. Ah oui, ça fait un petit trou quand même. Ah ouais. Elle est trop lourde. Vas-y, vas-y, vas-y. J'ai senti la moto faire du bruit bizarre, faire un bruit bizarre et guidonner d'un coup sur la route. Et ben voilà. Ça c'est le fond de jante. Et ben, je suis complètement crevé, et du coup ouais, j'ai pris un clou qui est énorme. Donc c'est parti. Démontage de la jante, démonte le pneu, changer la chambre à air, regonfler. Il est 16 h et après on ira manger. Et voilà, un peu de mécanique. Que vous dire, on ne passe jamais une journée tranquille en road trip. Vous n'êtes pas près de la longueur du clou. Attention les yeux. Hein. Petit clou. Il a fait le tour de la jante ce clou. Au moment où je commence à remonter la nouvelle chambre à air, il se met à tomber des grêlons aussi gros que des balles de golf. Incroyable, on n'avait jamais vu ça. On est obligé de se protéger avec nos casques. Et la roue est toujours là, pas remontée. Une chouette journée. Et vu qu'il n'y a aucun abri autour de nous, on est obligé de mettre nos casques et d'attendre de longues minutes comme ça, droit comme des piquets. Puis la glace a doucement laissé place à la pluie, nous permettant de remonter la roue sans risquer un chaos. Autant vous dire qu'on était détrempés. Alors soit on trouve un camping et on peut faire une croix sur des vêtements secs, soit on trouve un petit hôtel et on fait sécher tout ça. On décide donc de quitter notre itinéraire et de se diriger vers la ville d'Olo pour trouver un hôtel. Take the load
Au réveil, on fait un peu de shopping, car il nous faut un sac pour le chargement de Michel. On trouve ça facilement dans un bazar chinois, une sorte de boutique AliExpress quoi. Vous allez nous dire qu'on apprend de nos erreurs? Pas faux. On a aussi cherché une chambre à air pour remplacer celle d'hier. Mais tous les magasins de moto dolo ont posé leurs vacances en même temps. Logique. Et puisqu'on est de grands sportifs, on fait une petite marche jusqu'au volcan Monte Sacopa. Le volcan n'est pas très haut, nous sommes seulement à 94 mètres d'altitude. Après un café en ville, on quitte Holo. On reprend vite de la hauteur sur des pistes très roulantes. On croise même des voitures citadines parfois. C'est dire que la piste n'est pas très difficile. On est venu chercher plus de difficultés, mais on n'arrive pas à se plaindre non plus, car les paysages sont splendides. Puis on arrive dans des parties plus boisées, un peu moins roulantes car il y a beaucoup de petites pierres. En 4x4 on ne doit pas les sentir mais elles sont plutôt rondes. Sur un sol sec, en moto c'est comme rouler sur des œufs. On fait donc très attention. On s'habituera vite à ce type de terrain, ça va être comme ça dans toutes les Pyrénées. Pour être le moins chargé possible, on fait les courses midi et soir. Au Maroc, on allait dans les petits restos locaux, mais pour ce voyage, on cuisine. On se fait des petites salades ou des sandwichs et on trouve un endroit calme pour se reposer. Bon voilà, on vient de déjeuner au bord de la rivière. Petit sandwich, petite salade. Et là, on reprend la route. On sort du village. On fait sûrement plus de routes que de pistes aujourd'hui, mais les routes sont tellement agréables à moto qu'on trouve notre itinéraire parfait pour le moment. En plus, le soleil est avec nous aujourd'hui. La journée touchant à sa fin,
on réfléchit à trouver un emplacement pour monter la tente. On a encore un peu de temps avant la nuit, mais on sent derrière nous un épais nuage arriver. On accélère le rythme, pensant naïvement le laisser à distance. Dix minutes plus tard, les premières gouttes tombent sur nos casques. Et très rapidement, on se retrouve sous l'eau, au cœur de l'orage. On se dit que si on roule encore longtemps comme ça, on va finir trempé. Et on n'a pas envie de reprendre un hôtel pour sécher les affaires ce soir. On gare les motos sous les arbres et on improvise un abri de fortune, espérant que la pluie s'arrête rapidement. What do you call love? I don't call it family, and I don't call it lust. As we all... On va attendre plus d'1 heure, mais on s'est bien débrouillé, on n'est pas trop mouillé. On reprend la route sous le soleil couchant, autour de paysages magnifiques. Avec ces couleurs, on aimerait que ce moment de la journée ne s'arrête pas. On trouve un camping et on s'installe rapidement. On se prépare une nouvelle salade avant de passer une bonne nuit et repartir de plus belle le lendemain. Regarde. Hier soir, en se couchant, on a entendu des... toute la soirée. Apparemment, il y a eu... Petite soirée quoi. à l'accueil du camping. Ouais. Bon bah c'est parti. On a décidé de passer par l'Andorre et de se rapprocher du mont Aneto. C'est le sommet le plus haut des Pyrénées. Donc voilà, on fait une petite boucle vers le nord pour vraiment être en plein cœur des Pyrénées. C'est parti. On vient de faire presque 40 km de piste ce matin. Après on a pris un petit déjeuner, on a mangé une croissantine, un mélange de croissant et de chocolatine. Et là on est direction l'Andorre. Ça c'est la frontière de l'Andorre. Ils fouillent toutes les voitures. Hola. Gracias. Adiós. You're haunting my night, every night. You're haunting my night. I work if I have to, work if I have to. You're haunting my night, every night. You're haunting my night. And I work if I have to. À Andorre, on s'est même payé le luxe de prendre un sandwich dans un resto d'altitude. It's about you. Every night, you're haunting my night. You're haunting my night. I work if I have to, work if I have to. I work if I have to. You're haunting my night, every
every night, you're haunting my night. And I work if I have to, work if I have to. Ousmane, il dit quoi? I work if I have to, work if I have to. You're haunting my night. Dans cette partie des Pyrénées, on croise beaucoup de cyclistes au gros mollet qui essayent de décrocher des coms sur Strava. Ah ouais, il y a plein de petits poulains. Bonjour. Nous sommes déjà au 4e jour et on trouve qu'on avance vite. Les kilomètres s'enchaînent facilement, sans fatigue, juste le plaisir de rouler encore et encore. À ce rythme, on sera à la maison très bientôt. Alors aujourd'hui, on prend le temps de faire de plus longues pauses. On observe la montagne et sa vie pastorale. On dirait qu'ici, il y a toujours quelque chose à regarder, comme ce berger avec son chien. Lips like roses on my skin, making it easy to let her in. When love is a light, floats on the wind, like a rose, but her lips and her on my skin. Yeah. Nous avons parcouru plus de 200 km aujourd'hui. C'est donc une bonne journée. Et cette fois, pas de panne et pas de pluie. Depuis notre départ, nous n'avons pas fait de bivouac sauvage. Ce soir, nous avons trouvé un emplacement sympa près d'un ruisseau. L'occasion de faire un feu de camp pour espérer garder un peu de chaleur pendant la nuit. Nous sommes à 1500 mètres d'altitude et la température doit descendre à 10 degrés cette nuit. Est-ce que nos sacs de couchage d'été vont réussir à nous tenir chaud? Quel suspense! Notre 5e jour commence. Et pour vous situer, nous avons bivouaqué à côté d'un petit village du nom de Baguergue, à 20 km à vol d'oiseau du mont Aneto. Nous sommes donc presque à mi-chemin entre la Méditerranée et l'Atlantique. Bon, il est presque 9h, on vient de quitter notre campement de la nuit. Il n'a pas plu cette nuit, mais il a fait très très froid. Il faisait 5 degrés et c'était assez dur. Nos sacs de couchage ne sont pas faits pour ces températures-là. On a eu froid, on avait fait un feu, ça nous a tenu jusqu'à 1h, 2h du matin, mais vers 4h, vers 5h, on a eu vraiment froid, on n'arrivait pas à se réchauffer. Il y a eu beaucoup d'humidité, beaucoup de rosée, donc toutes les tentes sont trempées. Mais ça va, on reprend la route ce matin. C'est parti, on attaque directement avec du TT. Et j'allais oublier, c'est que Michel, en démarrant, peut-être que les 5 degrés ont été fatals pour sa batterie, il n'a plus du tout de batterie. Donc, plus rien du tout. Donc on a démarré à la poussette, on a eu la chance qu'il y avait une descente juste à côté. Alors on espère que température plus chaude et plus le fait de rouler, ça va la recharger, ça ira mieux dans la journée. En fait, ce n'est pas un problème de batterie. Il y a du contact. Les feux s'allument, même moteur coupé. Le fusible général est bon. Michel a un peu peur que ce soit le démarreur qui soit HS. Mais il y a un test tout simple. Il suffit de chanter le démarreur avec un tournevis par exemple. Et dans son cas, le démarreur tourne. C'est donc le relais de démarreur qui est mort. Ça coûte dans les 50 €, on s'occupera de ça une fois à la maison. Il est en train de me dire à l'intercom que comme on est dans les Pyrénées, qu'il y a des dénivelés et des descentes partout, on pourra toujours redémarrer. Michel dit qu'il y aura toujours de la pente pour démarrer la moto. Ouais, je le connais,
Il dit ça car c'est pas lui qui va devoir pousser la moto quand on sera sur le plat. Allez les vaches, on se pousse. Voilà. Merci. Gracias. On croisera beaucoup de bétail aujourd'hui. Elles sont pas bien là, en liberté? On passe toujours doucement à côté des troupeaux. Sinon... Caramba. Et voilà. Ouais. Doucement, on a dit. Vous voulez faire un départ? Arrêtez. Putain, il y en a encore plein. My cargoes, Chicago, every weekend I pick up some cargo. I think I know the bloody way by now, Frankie. And turn the goddamn radio down, thank you. Pull over, count the money, but don't count the 30 in the glove box, buddy. On va encore se répéter, pardon. Mais on trouve que les pistes sont splendides. On connaissait assez mal les Pyrénées finalement. C'est une très belle chaîne de montagnes. Moins impressionnante que les Alpes, très certainement, mais ça a tellement plu à Michel que la semaine après notre voyage à moto, il y est retourné pour plusieurs jours de randonnée à pied, afin de prendre encore plus de temps pour profiter de la nature et des paysages. Work zones, double fines, don't pass the double lines, trailer, McDonald's, rest stop trailer, double wide. I saw a man hit my mom one time, really. I heard him so damn bad, I had to hide in Jersey. Called my mom, I told her in the dresser, there's 10 or $20, but there ain't no lesser. As far to take my sister to the picture show. Quand on est sur la route, on s'amuse aussi, avec modération bien entendu. Par exemple, on fait des courses de descente moteur coupé. Ou encore, Michel aime descendre debout sur les cale-pieds. Tu vas faire ça sur la Goldwing? Les cale-pieds doivent être trop devant, je pense. Les marchepieds. Pourquoi on parle de Goldwing? Parce qu'on aimerait vraiment en essayer une. Étrange pour des enduristes, mais on la trouve vraiment chouette cette moto pour les longs voyages. Alors pourquoi pas sur cette chaîne, un voyage au bout du monde avec une Goldwing? Ça en jetterait quand même. Bang, 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 when Frankie's gone, he shot me down. Bang, bang, bang. Nous survolons le barrage de la rivière Noguera Ribagorzana, à la frontière entre la Catalogne et Aragon. Pour ceux qui se demandent comment je recharge les batteries du drone, en fait j'ai une prise allume-cigare ici et avec ici un transformateur 12-220. Voilà, juste à brancher la batterie de drone et ça recharge en roulant. Petite demi-heure et c'est rechargé. Du coup j'ai deux batteries, ça me fait, j'alterne, c'est parfait. Je peux voler quand je veux. On se rapproche de l'heure du déjeuner. Les estomacs gargouillent. Mais pourtant on ne s'arrête pas. On profite de la piste devenue rouge. La texture est sympa. Un peu souple par endroits. On a envie de mettre du gaz mais il faut rester vigilant. Il y a toujours des cailloux. C'était bien ça. On prépare un petit sandwich saumon, avocat, fromage, huile d'olive, citron. Et on rajoute des petites graines de noix, noisettes, de cajou, graines de courge. Un délice.
Après ce bon repas, on reprend la piste. Quelques dizaines de kilomètres assez similaires à ce qu'on a fait jusque-là. Un peu plus loin, on tombe sur une piste en descente, tout enlacée, avec beaucoup de cailloux dans les virages. La caméra écrase un peu tout ça, ça semble bien moins impressionnant en images. Les freins arrière ont même commencé à chauffer. Le liquide doit monter en température et on sent le frein arrière devenir mou. Par ici. Et ça freine un petit peu en cas d'urgence, mais je voulais le laisser vraiment refroidir. Gros caillou là, j'ai pas me casser la gueule. Cette descente nous semble interminable, et pour cause, elle a duré 10 minutes. On ne s'est même pas arrêté pour faire des plans à la caméra. Je ne sais pas, on était sûrement trop concentrés sur la piste, peut-être. La taille des cailloux. Tu vas où là? Ouais, mais t'as raison. Peut-être moins de pierres là-bas. Arrivé en bas de la descente, nous avons une liaison de route. Ces passages sur la route, c'est le moment de souffler un peu, de se reposer entre deux pistes. Michel, qui roule tout le temps debout dans les chemins, en profite pour relaxer son dos. Il y a 2 jours, nous avons reçu un message d'Alex, un abonné, qui fait aussi la Transpyrénéenne d'ouest en est, avec sa Husqvarna 701. Aujourd'hui, on le croise sans même s'être donné rendez-vous, complètement par hasard. On le reconnaît de suite. Des 701 en solo, ça ne court pas les rues, ni les chemins. On fait sa rencontre, il est super sympa. Un Charentais, c'est sûrement pour ça. Tellement sympa qu'il nous laisse faire un tour avec son jouet. Merci encore, Alex. Bon, on vient de croiser un pote, un nouveau pote qui s'appelle Alex, qui arrive de La Rochelle, il fait la Transpyrénéenne dans l'autre sens. Et il m'a gentiment prêté sa 701 pour que je l'essaye et c'est vraiment la folie. Ça marche. C'est de la folie. Si tu vas en essayer une, c'est celle-là, par contre, faut qu'il faut la pousser pour démarrer. Il n'y a plus de batterie. Ah, c'est pas mal. On remonte sur nos tanks, devenus encore plus gros et lourds depuis qu'on leur a fait des infidélités avec la 701. On a ensuite longé le Rio Belos, à l'intérieur du canyon de Niscle. La météo annonce de la pluie pour cette nuit, et demain toute la matinée. On hésite à dormir dans les tentes. Et vous allez dire qu'on est petits bras, mais on va chercher un hôtel. On en trouve un dans la ville de Jaca. Twin bed?
Et comme on risque de rester ici jusqu'à midi, c'est-à-dire la fin de la pluie, on a fait un bar à tapas, avec du vin et de la bière aussi. On va bien dormir, je pense. All of my life waiting for you just to be by your side. Aujourd'hui, on se réveille vers 10h. On tire les rideaux et on voit que la pluie annoncée n'est pas là. On avait prévu une matinée tranquille, alors on parcourt la ville, qu'on trouve plutôt sympa d'ailleurs. On cherche un endroit pour prendre un petit déjeuner, et on remarque que tout le monde ici mange des churros avec un café ou un chocolat. Alors nous, à Rome, on fait comme les Romains. Il semble que notre hôtel hébergeait plein de motards cette nuit-là. On est déçus de ne pas parler espagnol, on aurait pu échanger un petit peu. On reprend la route vers midi, cap sud-sud-ouest, en direction du désert des Bardenas. C'est plus vraiment la transpyrénéenne d'aller jusqu'à là-bas, mais on voit souvent des images de ce désert dans les road trips. Alors on souhaite aller voir par nous-mêmes. Et bien sûr, on va y aller par les pistes. Ce château se nomme Castillo de Marzuelo, château du XIe siècle, aujourd'hui en ruine. On ne savait pas que notre trace passait par un si bel endroit, c'est donc une bonne surprise. On dirait que ce château marque un peu la fin des Pyrénées. Les vues du ciel montrent une grande étendue plane à l'horizon. On se demande si on peut voir le désert des Bardenas d'ici. Nous sommes seulement à 70 km à vol d'oiseau. Vas-y. C'est mon petit coup de poussage qu'il a fait. On quittera notre château et sa vue splendide vers 14h. On a pris un petit déj un peu tard, mais il va être l'heure de trouver quelque chose pour déjeuner. On arrive dans une région assez rurale, on le ressent dans les villages qu'on traverse. Ça fait un peu désert pendant l'heure de la sieste. On dirait littéralement des villages abandonnés. Tous les rideaux sont fermés. On est dans le petit village de Loar. On cherche un petit supermarché pour manger. Et il n'y a rien du tout, c'est tout petit. Par contre c'est joli, ouais.
continue notre trace de 4x4 quand on voit sur nos téléphones qu'elle fait demi-tour. Alors on va voir pourquoi. On se dit qu'à moto on peut sûrement passer. Finalement la trace de 4x4 se transforme en single track. On fait demi-tour là. Ouais, effectivement. Je pense que ça va être chaud parce que la route elle est en bas là. Ben je sais pas, faudrait y aller à pied. Mais en fait là pour l'instant ça va, c'est au bout que je sais pas. Au bout on se demande s'il n'y a pas un grand talus, des escaliers ou un fossé, impossible à passer en moto. Un coup de gaz, bop. Ah, je pense que ça va le faire, hein. Je suis presque au bout. Ouais, c'est bon. J'y vais, je suis en train de faire demi-tour. Mais caramba. Oh putain, caramba. Je l'ai fait tomber. J'ai réussi, c'est bon. Ouais. Alors attends, je redémarre. Caramba. En fait cette descente fut assez simple. J'ai juste eu peur que ma valise touche le gros rocher et m'envoie dans le décor. Puis on arrive sur une piste qui a été travaillée par des tracteurs, sûrement pour niveler les ornières de l'hiver creusées par les 4x4. Alors la piste devient meuble, on n'a plus l'habitude avec toutes ces pierres. C'est finalement à 17h qu'on trouvera une station-service. On y trouve des salades déjà préparées, en conserve, limite mangeables, mais par contre il y a des glaces délicieuses. Il faut savoir qu'il fait environ 35 degrés, donc ça fait plaisir une bonne glace. On en profitera pour vérifier la pression des pneus, vérifier les niveaux et passer un coup de polish. Sur les pistes, on rencontre un groupe de Français en Toyota Land Cruiser, arrêté au milieu du chemin dû à une crevaison. On discute 5 minutes avant de repartir. Quelques kilomètres plus tard, on aperçoit dans nos rétroviseurs des phares de voiture. Piqué au vif, on passe la 2 pour les semer, mais rien n'y fait. Les bougres s'accrochent. S'ensuit une course-poursuite de 45 minutes, digne des plus grands films hollywoodiens. On a croisé beaucoup de 4x4 depuis le début, mais d'habitude ils se traînent. Ouais mais franchement ça m'impressionne hein. Ça doit bouger dans le machin. Et sur les voies, tu peux leur caméra. Attention à gauche, t'as 2 passages dangereux. À droite, pardon. Eh Jeff, les gars, si on les repose tout à l'heure, on va quand même pouvoir leur dire que c'est pas les majots. Ah ouais, et ça envoie bien. L'autre devant, il s'échappe.
impressionnés de les voir nous suivre, car on a un rythme pas trop mal. On s'arrête de nouveau et on leur propose de les suivre jusqu'à Bardenas, pour bivouaquer ensemble ce soir, et ainsi profiter des bières fraîches et de leur plancha. On plaisante bien sûr. Vous parlez avec les CB? Nous aussi on est reliés en permanence là. Ouais. On a 185 aujourd'hui, kilomètres, depuis ce matin, ouais. Et ben voilà, les 15 bornes de piste. Et puis... Depuis midi, oui, on est décollé tard. Ouais. Bon. Allez. Allez, yallah. Ouah. Parfait. À plus tard. Ciao. Quelques kilomètres plus tard, on tombe nez à nez avec une grosse mare de boue. On va laisser les 4x4 passer devant, pour qu'ils sondent la profondeur. Il y a de l'eau jusqu'à l'attelage quand même. Allez, il faut y aller. Michel se lance en premier. Ça passe. Merci. Ah, c'était bien mou, mais ça va. Ce fut une belle rencontre. On a passé une bonne soirée. Ce qui pouvait être une journée tranquille, en s'éloignant des Pyrénées vers le désert des Bardenas, s'est avéré être notre plus longue journée de tout terrain. 8 heures de moto et 250 km. Et hier soir, on s'est installé avec les 4x4 qu'on a rencontrés, sur une aire pour camping-car. Sur les bords du parking goudronné, il y avait une magnifique pelouse bien verte. C'était parfait pour y planter nos tentes. On n'a pas du tout trouvé ça suspect que l'herbe soit si verte comme ça, en été, et dans une zone presque désertique. Et ce matin, à 6 heures tapantes, un arrosage automatique planqué dans l'herbe sort de terre, parfaitement orienté en direction de nos tentes, à demi fermées pour laisser rentrer la fraîcheur. Et il commence littéralement à nous inonder. Michel et moi on bondit de nos tentes, un peu désorientés, sans comprendre qui nous arrose. Et on saute sur les 2 arroseurs qui nous visent pour les pivoter de 90 degrés. Bien plus efficace que la sonnerie d'un réveil, n'est-ce pas? Une fois séchés, on dit au revoir à nos compagnons de course, et on prend la direction du centre-ville d'Arguedas, pour prendre un petit déjeuner et filer visiter le parc naturel de Bardenas Reales. Après 10 minutes de route, on s'engage sur des pistes dignes d'un décor de cinéma.
On aura passé le début de cette matinée à faire le tour du parc, à s'arrêter, observer le paysage et faire des vidéos. Il faisait très chaud, il y avait de la poussière et un peu de touristes quand même, que ce soit en voiture ou à vélo. Alors oui, les Bardenas c'est beau, c'est sûr, mais il faut pas venir ici dans l'idée de faire du hors-piste. Tout d'abord car c'est strictement interdit, et franchement ça se comprend très bien. C'est un environnement à respecter car il est fragile, dû à ce mélange de roches et de terre séchée extrêmement friable. On est donc resté sur les pistes carrossables. Le tout-terrain ça sera pour plus tard, c'est pas grave. Après ces quelques heures dans le désert, on repart en direction des Pyrénées. On fera une très longue portion de route, pas forcément intéressante en plus. Du coup on s'endort un peu. On sent qu'on a une sorte de coup de mou. On arrive près d'un lac, formé par un barrage, et on décide de quitter notre trace et d'aller y jeter un œil. On voit qu'il y a des voitures, donc on s'approche du bord. On jette le Transalp dans l'eau, ça tourne mal. Il fait tellement chaud que je vais aller piquer une tête pour me rafraîchir et pour me rebooster un peu. Je vais laver ma meule. Oula, il y a un canyon. Après plusieurs heures de route, on s'ennuie fermement. Alors on décide de faire une pause pour observer la faune sauvage. Et enfin on pose nos pneus tout-terrain là où ils appartiennent, sur les pistes. Eh bien ça marche, l'ennui s'envole. On est à nouveau motivé comme jamais pour affronter les Pyrénées. On ne fait que prendre de l'altitude, ça semble ne jamais s'arrêter. On regardera nos données GPS à la fin de la journée. La plus longue côte fut de 520 mètres de dénivelé sur 10 km. Évidemment, ensuite il y a la descente, sur une trace un peu plus étroite. Il faut faire son choix dans les traces de 4x4, gauche ou droite. On pourrait être tenté de rouler au milieu, mais on sait jamais ce qui se cache dans l'herbe. Parfois on remarque qu'on fait le mauvais choix, il fallait se placer à droite, alors il faut changer de côté. C'est le moment où il faut faire attention. L'ornière peut être piégeuse. Oula. Une roue à gauche, une roue à droite. Ah, je sais pas, on dirait que c'est un peu mou. Puis on arrive sur les pistes un peu plus techniques, enfin. C'est ce qu'on préfère finalement. On s'éclate comme des petits fous à jongler entre les ornières,
les branches, les trous, là on s'amuse vraiment. Ah ouais, merde. Easy. Ventilateur en PLS. On évite à tout prix de s'engager dans une ornière. Les Transalpes de 240 kg sont assez difficiles à en sortir. Un simple coup de gaz, comme on le ferait avec une moto d'enduro, n'est pas vraiment possible avec nos tanks. Pas assez de puissance et trop lourde. Quoi? Ouais. Elle est profonde? Cette piste est bien moins spectaculaire niveau paysage, mais c'est la plus fun niveau technique. Dans un esprit presque single track. Le rêve serait une transpyrénéenne avec essentiellement ce type d'obstacle. Rien d'insurmontable, même avec des gros trails. Bref, c'est parfait. Voilà. Le gars s'arrête. Le gars s'arrête en milieu. Il fait vraiment super chaud aujourd'hui. Quand on s'élève en altitude, tout va bien, on peut supporter les vestes. Mais dès qu'on redescend, les degrés montent. Et comme on va pas très vite, il faut l'admettre, les ventilateurs se mettent en route. Ouais, c'est refroidir un peu les tanks. Car dès qu'on retrouve des pistes plus roulantes, les moteurs refroidissent très vite. La journée touche à sa fin. On fait encore un peu de route. On voudrait rejoindre la prochaine piste et se trouver un petit coin sympa pour bivouaquer et faire un feu ce soir. C'est pas toujours si simple de trouver l'endroit parfait à moto. Déjà, on ne veut pas camper là où c'est interdit. Manque de bol, dès qu'on trouve un super spot, bien plat, de la belle herbe, un petit cours d'eau pour se laver et faire la vaisselle, quand tout ça est réuni, c'est qu'on est dans un parc ou dans une réserve, interdit au camping. Sinon je pensais plus là-bas. Mais cette fois on dirait qu'on tient un endroit sympa. On n'a vu aucun panneau interdit depuis très longtemps. La piste est juste à côté mais nous sommes en bas, dans un dévers, caché par les arbres. Ouais, il y a quand même un petit coin sympa. C'est pas mal. Viens voir. Ouah. C'est des bouses. Bref, l'endroit semble parfait. Et... Il ne reste qu'à installer le campement. Michel a cassé ses arceaux de tente, alors il essaie de les réparer avec de la soudure à froid. Ça ne marchera pas du tout. Quant à moi, mon matelas s'est percé à force de frotter dans la valise. Alors je mets du scotch. Mais ça ne marche pas non plus. Bon, c'est l'heure de préparer le repas. With the
restless gone. Don't you bother to fool him around. Comme vous pouvez le voir, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui bossent et ceux qui glandent. Moi je bosse et lui il glande. You may think he's a sleepy type guy, always takes his time. Soon I know you'll be changing your mind when you've seen him use a gun. Oh, when you've seen him use a gun. He's the top of the West, always cool, he's the best. He keeps alive with his Colt 45. Après un beau coucher de soleil, quelques bûches dans le feu, on ira se coucher fatigué après une bonne journée de moto. Attends. À 1h du matin, on est tous les deux réveillés par un bruit. Michel ouvre sa tente pour raviver le feu et il se rend compte qu'il n'a plus qu'une seule tongue. Tu la vois là-bas là? Tu vois là ou pas? Qu'est-ce qu'elle fout là-bas? Je sais pas mec. Attends. Il y a une bête qui est venue, hein, c'est sûr. Hein. Moi j'ai pas mis ma tongue là-bas hier. Elles étaient où? Bah elles étaient là à côté de ma tente quoi, juste là. Ça ne s'arrête pas là, car quand j'ai voulu sortir pour aller dehors chercher sa tongue, j'ai qu'une basket. Non, tu déconnes. J'ai qu'une basket. C'est pas vrai. Mais il y a ma botte ici. Y a quoi? Ma botte. Là, tout là-bas? Ici. Oh. Ah, ma moto elle est là. J'avais mis les bottes dessous. À ce moment-là, on se demande quel animal a la force de déplacer une botte. Quel genre de bête prendrait qu'une chaussure à chaque fois? Et surtout, on se dit que c'est incroyable, car nos chaussures étaient... Bah moi pareil, elles étaient là, juste devant ma tête quoi, à genre 20 cm. Maintenant elle est là. Je sais pas ce que c'est comme bête, mais il y a une bête qui est venue à 20 cm de moi. Et une bête qui est capable de déplacer une botte. Bon, je crois qu'on va bien dormir maintenant. Après cette visite un peu étrange, on a quand même réussi à s'endormir. On s'est dit que la bête n'allait pas revenir une seconde fois. En se levant, on avait filmé ça pour vous faire une story Instagram, pour vous demander votre avis. Bon, on a eu de la visite pendant la nuit. Quelque chose qui est venu ouvrir la sacoche de Michel, de prendre la poubelle, de déchirer un peu la sacoche, d'éparpiller tout ça par terre. Et à côté de nos tentes, il a pris ma botte, il l'a tirée sur 3 mètres, il a pris ma basket, il l'a éparpillée à 10 mètres, et il a pris les tongs, nos tongs, et il les a aussi éparpillées à 10 mètres, alors qu'on dormait là, là, et qu'il y avait du feu. C'était vers 1h du matin, ça nous a réveillés, il a fait tomber les casseroles, les boîtes, et voilà. On vous demande quel genre d'animal est capable de faire ça. Dans le fin fond des Pyrénées, sans personne autour, on n'a pas vu une seule voiture depuis hier. On sait pas trop ce que c'est. Ah oui, et juste après avoir filmé cette vidéo, on a trouvé ça sur la valise de Michel. Et aussi des restes de notre poubelle éventrés à 50 mètres des tentes. Vous aviez été nombreux à nous répondre sur Instagram, et je pense qu'on a eu le droit à tous les animaux de la forêt dans vos réponses. Chat sauvage, renard, chien errant, mais plus surprenant, la réponse la plus récurrente, un ours. Et surtout un abonné qui est gendarme en montagne dans la région est Formel. Pour lui, il n'y a qu'un ours qui peut être suffisamment intelligent pour réussir à ouvrir une valise. Parce que oui, évidemment, elle était bien fermée, avec une double fermeture éclair. Après l'envoi des photos de griffures et de morsures, Alex nous dit maintenant qu'il en est convaincu. L'ours est un animal curieux, espiègle et fouineur. On discute pas mal avec lui et donc apparemment, un ours des Pyrénées est venu nous prendre nos chaussures à 15 cm de nos têtes cette nuit. Bon. On a quand même du mal à y croire, mais il se trouve que dès qu'on a retrouvé un peu de réseau, on a cherché une carte des comptages d'ours dans les Pyrénées. Et on était effectivement pile poil dans une zone où 6 ours ont été recensés en 2019, sur les 52 présents dans les Pyrénées. Alors, ça fait beaucoup de coïncidences, non?
D'après vous, qu'en est-il? Dites-nous dans les commentaires. Il y a peut-être des experts parmi vous. Bon voilà, on part de notre bivouac. Le dernier bivouac sauvage, je pense. Moi je suis descendu là. Je pourrais pas remonter là. Si, là-bas. Si je tombe dans l'eau. Voilà, c'est mort. On dirait que cette journée commence bien. Je reste planté à 10 mètres du campement. Je suis coincé là. Tu viens? T'es bloqué? On essaye d'abord, c'est un peu de côté là, tu tombes dans la pente. 1, 2, 3, vas-y. Vas-y, encore. On va passer. Go. J'ai dû le pousser tout le voyage à cause de son démarreur. Alors il peut bien me pousser une fois. Bon, cette fois c'est la bonne. On lève le camp. Ça ne nous était pas encore arrivé, mais dans cette partie des Pyrénées, on va passer notre temps à ouvrir des grilles. D'abord, on a pensé que les pistes étaient peut-être interdites, mais on n'a pas vu de panneau d'interdiction. Et comme de toute façon on ne lit pas l'espagnol, écrit interdit ou pas, ça passe pour nous. On plaisante bien sûr. Cette première partie de journée se fait en altitude, dans les pâturages. C'est vraiment très beau de rouler ici. On regarde plus le paysage que les traces, mais il faut rester vigilant. Vous pouvez voir ici qu'on roule sur un GR, sentier de grande randonnée. Ils sont facilement reconnaissables grâce à leurs balises blanches et rouges. Sur ces sentiers balisés, attendez-vous à croiser du monde, des marcheurs ou des cyclistes. Encore plus fréquentés, les chemins de pèlerinage vers Saint-Jacques-de-Compostelle.
Il y en a beaucoup, dans toute l'Europe, afin de rallier Saint-Jacques-de-Compostelle, une ville d'Espagne située au nord du Portugal. Nous sommes actuellement sur une des plus empruntées, le Camino Frances. Nous allons croiser beaucoup de pèlerins, dans leurs incroyables aventures pédestres. D'ailleurs, les motifs d'un tel pèlerinage ne sont pas toujours religieux. Ils peuvent tout simplement être spirituels. Hola. Quand il y a du monde comme ça, on roule doucement et on met un rapport de plus pour faire moins de bruit. Ici, la piste s'est carrément écroulée dans le ravin. Incroyable. Caramba. Voilà, tu vois comment j'ai été là? Attends. C'est la même chute qu'à la dernière fois. Ouais, tu sais, tu tournes. Ouah. Vas-y, vas-y. Bah ouais, j'essaie. Allez, ciao. Ciao, Rubino. On avance bien aujourd'hui. On est en avance sur le timing. À ce rythme-là, on sera à Saint-Jean-de-Luz en début d'après-midi. On a donc du temps à perdre. Et on remarque sur Maps.me qu'il y a beaucoup de chemins qui nous éviteraient des portions goudronnées. On décide de sortir de notre itinéraire et d'y aller au feeling, tout en essayant de suivre la direction de l'ouest. Là, c'est ta propre trace, ça? Par contre, on est obligé de s'arrêter un peu plus souvent,
pour analyser la carte et voir si on prend pas la mauvaise direction. Et parfois on se trompe, il faut faire demi-tour. En y réfléchissant, suivre la flèche du GPS à longueur de journée nous prive de certaines choses, comme cet exercice qui est la lecture de cartes, mais aussi le flair de l'enduriste. Au final, on a trouvé ça super de faire cette portion sans itinéraire prédéfini, mais plutôt à l'estime. Ça nous a même donné l'idée de reproduire ça sur plusieurs jours pour nos futurs voyages. Comme nous arrivons ce soir à Saint-Jean-de-Luz, ville qui marque la fin de l'aventure, c'est le moment de faire un point sur notre itinéraire. Nous sommes partis il y a 8 jours de Collioure, après un orage de grêle et une crevaison. Une première nuit à Olo, puis ensuite passage par Andorre, puis Jaca. Une course-poursuite avant l'arrivée au désert des Bardenas, et enfin les 2 derniers jours dans le Pays Basque espagnol, avant de rejoindre Saint-Jean-de-Luz. Non, j'avais pas entendu. Ouais. Ah ouais. Bon voilà, il reste plus que 12 km et c'est la fin du voyage. On arrive finalement sous une chaleur étouffante de 43 degrés dans le centre-ville de Saint-Jean-de-Luz. Et c'est déjà le moment du clap de fin. Et voilà, cette traversée des Pyrénées est terminée. Nous avons réussi à rejoindre l'Atlantique après 2000 km en 8 jours. Ce fut un chouette voyage. Nous avons redécouvert nos Pyrénées, fait de belles rencontres et roulé sur de magnifiques pistes. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre cette chaîne, alors on vous remercie tous d'avoir suivi cette nouvelle série. Vous avez aussi été nombreux à nous poser des questions intéressantes en commentaire. Alors comme pour le Maroc, nous allons réaliser une vidéo sur notre retour d'expérience, pour aborder des sujets plus en détail, tels que le choix de l'itinéraire, nos équipements et plein d'autres choses. Alors abonnez-vous, car on se retrouve bientôt pour d'autres aventures sur de nouvelles motos.
Salut tout le monde, on espère que vous avez apprécié ces 5 épisodes sur notre traversée des Pyrénées. Vous avez été nombreux à nous poser des questions sur Instagram et sur Facebook et beaucoup de commentaires aussi, on arrive presque à 900 commentaires. Donc on a décidé de refaire un retour d'expérience, comme pour le Maroc, où on va aborder des sujets un peu plus précis sur notre équipement, l'équipement du pilote, l'équipement de la moto, sur notre trace GPX. Et à la fin de cette vidéo, on fera un point sur l'avenir de cette chaîne et ce qu'on vous prépare en 2021. Donc on peut commencer par pourquoi on a choisi les Pyrénées. Déjà, c'était pas une destination qu'on avait en tête depuis longtemps. Non. Nous, on voulait repartir plutôt sur le Paris-Dakar, vraiment, donc aller jusqu'à Dakar. Le Maroc était normalement notre échauffement, hein, pour voir si avec les motos ça le faisait, voir si on aimait partir comme ça à l'aventure pendant très longtemps. Mais avec le problème actuel et les frontières fermées, on a oublié l'idée du Paris-Dakar. Et on s'est dit qu'on allait chercher plus près de chez nous. Et notamment, on s'est tourné vers l'Espagne. La Transpyrénéenne, on en avait déjà entendu parler, on avait déjà vu plusieurs vidéos sur YouTube, mais c'est surtout par la route. Par la route. Et là, on s'est dit on va le faire par les chemins. On a regardé rapidement si on trouvait des traces, on en trouve plein. Donc la Transpyrénéenne, on s'est dit que ça allait être parfait. En plus, la Transalpe, quoi. Elle porte bien son nom, je pense. C'est fait pour traverser les montagnes. Bon, c'est pas les Alpes, mais c'est les Pyrénées. Et voilà, on s'est dit banco, on y va. On est parti donc au mois d'août, du 13 au 21 août. Ouais. Voilà. Et surtout, c'est pas très loin de chez nous. Non, c'est pas loin. Il y avait juste aller jusqu'à Collioure, rejoindre la Méditerranée. De chez nous, on a mis. Ça, c'était long. On a mis presque 8 heures parce qu'on n'a pas pris l'autoroute. Évidemment, avec des Transalpes, c'est un peu difficile. Un peu, mais pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, au bout d'un moment, après, c'est. Ouais. Donc je pense qu'on doit mettre 6 heures par l'autoroute et nous on a mis 2 heures de plus, mais c'est pas très grave. Non. C'est juste un peu long, voilà, 8 heures de moto. Mais on savait qu'au retour par contre, de Saint-Jean-de-Luz jusqu'à chez nous, on habite à côté de Bordeaux, on savait que ça allait pas être très long et c'est justement après 8 jours de moto, c'est bien. Ouais. Bien entendu, on a décidé de reprendre nos Transalpes. On n'avait aucun doute sur la fiabilité. Elles avaient vraiment joué leur rôle au Maroc. Et puis on n'avait pas l'intention d'acheter d'autres motos. On n'avait pas surtout l'intention d'acheter d'autres motos, donc naturellement on a choisi de prendre les Transalpes. Et ça l'a fait parfaitement parce que ces motos-là, on l'avait vu, on avait fait beaucoup de pistes de pierre, beaucoup de pierres au Maroc. Et donc là, au Maroc, on avait quand même des terrains qui avaient beaucoup changé entre sable, pistes roulantes, pierres, cailloux, etc. Il y avait plein de choses différentes au Maroc. Plein de paysages et plein de pistes différentes. Alors là, par contre, dans les Pyrénées, c'est tout le temps pareil. Tout le temps. On avait des pierres. Des chemins assez roulants, avec des pierres rondes, souvent qui glissent. Et les Transalpes, on sait que dans les pierres, elles sont parfaites. Elles sont tellement lourdes que voilà, ça file droit. Les pierres tapent dans le sabot et voilà. Donc ces motos-là, elles ont fait le parfait. L'hiver, ça aurait été différent. Je pense que l'hiver dans les Pyrénées, c'est plein de boue. Ouais, et là, avec les Transalpes, moi, je l'aurais pas fait, je pense. Il faut faire l'été. Si vous voulez une moto, un trail assez gros, il faut faire l'été. Mais si on devait conseiller une autre moto, je sais pas, on peut faire avec tout, non? Ouais, je pense que de la petite 125 un peu trail jusqu'à la grosse GS, on peut faire la Transpyrénéenne par les pistes parce que. Après DGS, on en a pas vu. Ça d'ailleurs, ça nous a fait un peu rire parce que on en a croisé pas mal, des gros trails assez récents, bien équipés pour le tout-terrain, etc. Mais en fait, ils restent un peu sur la route, on n'en croise pas beaucoup. Ils sont souvent sur la route ou dans les terrasses de café, c'est bien, c'est cool. Nous aussi, on fait de temps en temps, mais sur les pistes, pas trop. Pas trop. Mais ouais, vous pouvez un peu prendre n'importe quelle moto pour ce genre de traversée. Je pense que la moto, là, c'est pas le choix qui doit... Enfin, non. Ça limite pas. Enfin, vu les pistes qu'on a empruntées, c'était des pistes pour 4x4. Pas mal de routes aussi, c'était un mélange de pistes et de routes. Et sur la route, la Transalpe, pour la route de montagne, ça allait aussi. Ouais. Ça manque un peu de puissance, mais ça se fait très bien. Ça se fait. Et avec une petite 125 un peu plus légère, ça doit être cool. Ça doit être encore mieux. Ça doit être pour sympa. Les petits chemins, ouais. Pour ce qui est de l'équipement moto, on les avait déjà bien préparés pour le Maroc. On avait mis des crash bars, des porte-bagages à l'arrière. Ouais. Toi, tu avais simplement refait une petite modif dessus. Oui, mes porte-valises avaient cassé au Maroc à cause du poids des valises et les trous. Ils ne sont pas reliés entre eux en fait et ça avait cassé. Et avant de partir, j'ai juste rajouté un renfort pour les relier ensemble et là ça a tenu. On a modifié nos porte-bagages à l'arrière. On avait mis pour le Maroc des porte-bagages pour mettre des bidons d'essence. Mais là, il y a des stations de service partout. En Espagne, donc on a refait un sur mesure pour mettre un sac à dos parce qu'on a remarqué au Maroc que quand
vous avez la tente, le duvet, enfin tout ça, ça se balade en permanence. Ouais. Le mieux, c'est de tout mettre dans un seul sac. Comme ça, vous accrochez le sac. Et là, c'était parfait. Et Là. tout tient. Ouais, là, c'était parfait. Là, franchement, c'était impeccable. On apprend comme ça un petit peu de nos erreurs. Moi, par contre, ma valise. Toi, tu as décidé de repartir avec les mêmes valises souples. C'était les mêmes valises. Bon, c'était bien pour un seul voyage. Ouais. C'était des valises vraiment pas chères achetées sur AliExpress. Pour le prochain voyage, je vais essayer de trouver des trucs un petit peu plus solides. Ouais. Voilà. Pour éviter de les déchirer en plein milieu des pistes, quoi. Ouais. Sinon, on avait toujours le sabot moteur. Qui est utile quand même parce que voilà, les cailloux, là il n'y avait pas de franchissement, mais les cailloux, voilà, ça tape dedans et on entend toute la journée taper dedans, donc ça peut casser vite le sabot en plastique d'origine. Le sabot en plastique, ouais. Et puis finalement, on n'a pas eu plus de problèmes que ça, non ? Non, on n'a pas eu de panne mécanique. On a eu une seule crevaison. Cette fois, c'est mon tour. Ouais, chacun son tour. Chacun son tour. Donc, ouais, j'ai pris un clou sur la route, sur une nationale assez incroyable, mais un énorme clou qui a carrément explosé ma chambre à air. C'était pourtant une chambre à air renforcée, mais elle s'est ouverte en deux. Donc, on a réparé sans problème, on avait ce qu'il fallait. Par contre, on a remarqué que tes pneus à toi, les Continental, étaient plus simples à changer. En fait, cette fois-ci, on a voulu partir avec 2 pneus différents. Ouais. Parce qu'on nous demande souvent en commentaire quels sont les types de pneus que vous avez. Et nous, on ne croit pas trop à la différence entre les pneus, mais on s'est dit, bon, on va essayer, on va en prendre 2 marques différentes. Donc moi, j'avais les Michelin Anaki Wide, Anaki Wide, et toi, les Continental TKC 80. TKC 80. C'est à peu près le même type de pneu, hein. Ouais. C'est du 50-50 off-road route. C'est ça. Et l'usure a été exactement la même. Vraiment la même. Donc là-dessus, pareil, l'adhérence. Pas de différence. C'est pareil. Ouais. Par contre, il y a une petite différence, c'est pour les montées. Ouais. Et on a remarqué ça quand on les a montées, parce qu'on est monté nous-mêmes avant de partir. Et le Michelin, il est vraiment dur. Il est très très raide. Ouais. Et le Continental, on a presque l'impression qu'il est un poil grand. Et il se monte, mais comme c'est du beurre. Ouais. Et quand on doit changer un pneu tout seul au milieu d'une piste, je préfère changer le tien que le mien. Bien sûr, ça c'est un avantage. Ça c'est un avantage. C'est vrai. Par contre, moi j'ai eu une petite panne, j'ai eu mon relais Ouais. de démarreur qui a grillé, quoi. Au début, j'ai cru que c'était la batterie, c'était pas ça du tout. Non. On pensait que ça allait se recharger pendant la journée. En fait, c'était le relais qui a sauté, donc tu as dû me pousser pendant tout le voyage. Ouais. Non, tu m'as pas poussé si souvent que ça. Non, mais tu t'es arrangé quand même pour être en pente, pour arrêter la moto à chaque fois dans une pente, pour redémarrer la poussette assez facilement. Il n'y a que dans les stations de service. Ouais. Là, on n'a pas le choix, il faut s'arrêter, mettre le plein, donc c'est souvent plat, donc voilà, je te poussais, mais heureusement, la Transalp démarre quand même assez bien. On a juste à la pousser un petit peu, avec le poids en deuxième, ça démarre très bien, heureusement. Ouais. Pour l'épisode du Maroc, on n'avait pas, pour le débrief, on n'avait pas parlé de notre équipement, non. Et on nous l'a demandé. Alors on va faire le tour, vite fait. C'est assez simple, hein. Ouais. Casque évidemment, moi c'est un casque de cross. Avec des lunettes. Quoi. Et donc du coup, il faut mettre le masque, les lunettes. Toi c'est un casque plutôt, comment ça s'appelle? Trail? Ouais, on peut dire un casque enduro trail, je sais pas. En fait il y a une visière comme un casque intégral qui peut se descendre avec des lunettes, des solaires à l'intérieur. Ouais, c'est pas mal quand même. Moi je suis sensible au soleil, donc heureusement que j'ai ça, c'est bien, ça va éviter de mettre des lunettes de soleil. Quoi. Ensuite on avait pantalon de cross, pantalon un peu enduro. Ouais. Mais bon, peu importe. Une veste d'enduro. Ouais, une veste d'enduro, un petit blouson, ouais, enduro. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Moi j'avais des genouillères. Toi t'as des genouillères. Toi t'as pas de genouillères. Non. Et moi je pense que c'est bien d'en avoir. J'ai décidé que pour le prochain voyage je vais m'en acheter une paire. Je trouve que c'est important quand même. Parce que dans mon pantalon il y avait quand même des petites protections, des petites coques. Ouais, des petites coques. Ouais. Mais bon, ça remplace pas une genouillère complète qui se scratch sur la jambe. Donc non, c'est important, je pense qu'il faut en mettre. Ouais, on sait jamais, tu tombes si tu mets les genoux sur les cailloux, ou alors si tu tapes le guidon au niveau du genou. Bon, les genouillères, ça peut être pas mal. Ouais. Après, c'est sûr que c'est... Au bout de 7 jours de moto, la genouillère... Ouais. Bon, ouais, on vous passe les détails, mais... Forcément, on roule 8 heures par jour. C'est ce qui a dû attirer l'ours, je pense. À mon avis. Et puis, on a une paire de bottes de cross tous les deux, voilà. D'ailleurs, il faudrait que je les change. Et les gants aussi. Enfin, moi j'ai des gants. Moi aussi. Toi aussi? Ouais. Okay. Bon, et moi je mets toujours mes gants. Toujours.
Et en ce qui concerne l'itinéraire, tiens d'ailleurs, il t'a plu cet itinéraire? Ouais, c'était bien. Ouais. C'est encore une fois Michel qui a préparé l'itinéraire parce qu'il aime bien faire ça. Mais c'était bien. Bah, comme le Maroc. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je trouve qu'il y avait encore un petit peu trop de route. Et après le Maroc, on s'est dit on va essayer de faire un peu plus de pistes et un petit peu plus technique, un peu plus difficile. Et ben on a encore raté. J'ai l'impression que je suis passé un peu à côté. Il y avait un peu trop de route et comme c'était un itinéraire 4x4, et ben il y avait que des pistes assez un peu trop simples. Assez larges et assez faciles, ouais. Ouais. J'ai utilisé le même type d'outils, c'est-à-dire Google Mes Cartes et pour le téléphone Osman ou Maps.me, c'est pareil en fait, c'est vraiment la même chose. J'ai compilé des traces GPX que j'ai trouvées sur internet. La TET Trans Eurotrail, ils ont un site internet, c'est super bien fait et ça parcourt toute l'Europe. Donc on a mis 7 traces là et on a mis 2 ou 3 traces trouvées sur Wikiloc. Dont une qu'on a suivie principalement. Dont une qu'on a suivie principalement, qui s'appelle 14 jours transpyrénéenne. Et on s'est dit que ça allait être sympa. Je crois qu'il y avait même des petites photos sur Wikiloc, vous pouvez mettre des petites photos. On a dit ça va être cool de suivre ça. Ouais. On a emprunté un petit peu la TET de temps en temps, sans savoir qu'on était forcément dessus, parce qu'on ne regardait pas en permanence. Donc on ne sait pas si la TET c'est les passages les plus difficiles, mais j'ai pas l'impression, il n'y avait pas vraiment de passages plus techniques. Non. Et on a suivi donc la trace 14 jours, et finalement on allait beaucoup trop vite. Ouais. Parce que déjà au bout de 3-4 jours, on s'est dit il y a un problème. Parce qu'on était pratiquement déjà au centre milieu entre la Méditerranée et l'Atlantique, et alors que normalement il fallait 14 jours. Donc on a compris après pourquoi. C'est parce que les 4x4 roulent forcément beaucoup moins vite que nous et en plus on roulait beaucoup. On n'arrivait pas à s'arrêter. C'est vrai qu'on faisait des grosses journées. On faisait des grosses journées, on partait le matin tôt, on s'arrêtait le soir, on faisait des 8-9 heures de moto. Et au bout du 3e jour, on s'est dit il faut qu'on se calme. Demain, on va en faire un peu moins. Et finalement, on a rencontré les 4x4 qui roulaient vite, les seuls 4x4 qui roulaient vite. Ouais. Et on a fait la course. Et c'était notre plus grosse journée. C'était notre plus grosse journée. Mais c'était une belle rencontre. On s'est bien éclaté avec eux. On s'est bien éclaté déjà dans cette course-poursuite. Ouais. On a été très surpris qu'ils arrivent à nous suivre. Voilà, quand on les a vus dans nos rétros, on s'est dit c'est pas possible parce qu'on en avait déjà croisé plein. Et 4x4 sont toujours très lents, ils vont tout doucement. Et là, ils nous arrivaient à nous suivre. Et ce qui est sympa, c'est que quand tu dis dans le casque, ça doit bouger là-dedans. Ouais. Et ensuite, ils nous ont envoyé des fichiers vidéo. Et vraiment à l'intérieur, mais c'est l'horreur. Ouais, ça bouge vraiment. Ça bouge vraiment. Mais ça, c'était vraiment une belle rencontre. Après, on a dîné avec eux le soir. Ouais, ils connaissaient bien. C'était pas leur première fois. Ouais. Non, ils connaissaient bien les. Déjà, ils connaissaient la piste, ils connaissent les Bardenas. Ouais. Donc, ils nous ont invités avec eux. On a dormi sur un air de camping-car. Et on a passé une bonne soirée avec eux. C'était bien. Le réveil était un peu plus mouvementé quand même. C'est fait arroser par l'arrosage automatique. Mais non, c'était bien là-bas. Et les Bardenas, par contre, ça, c'est pas dans la Transpyrénéenne. C'est vraiment un détour. On a décidé de faire un crochet. Ouais. On a voulu aller voir parce qu'on voit souvent ce désert dans les vidéos. Et on a voulu aller voir. Et moi, j'ai pas trouvé que c'était. On est peut-être passé à côté. On en avait beaucoup entendu parler, c'est vrai. Ouais. Donc on voulait aller voir, mais. On est peut-être passé à côté. Peut-être qu'il y a des endroits où on peut rouler, mais là, tout était interdit. Et puis... Un petit peu déçu. Ouais. On peut faire tout le tour, il y a des belles pistes à l'intérieur, mais. Voilà. C'est à voir. Mais c'est pas. Pour faire vraiment du tout-terrain, j'ai pas l'impression que ce soit le top. Par contre, les pistes des Pyrénées, on n'a pas été déçus quand même. Non. On pensait que ça allait être un peu plus technique, c'est vrai. Mais par contre, c'est beau et c'est accessible à tout le monde du coup. Ouais. Si vous êtes un débutant, si vous voulez tenter une première expérience de voyage un peu off-road, c'est parfait. Les pistes sont vraiment assez faciles. Vous pouvez partir sur 7-8 jours, vous faites une belle transpyrénéenne. Accessible pour les débutants, vraiment. C'est une belle destination. Pour les débutants et pour tout type de moto en plus. En plus. Donc c'est parfait. Ouais. Pas loin de chez nous. C'est bien pour un premier voyage. En plus, on est quand même un petit peu dépaysé vu qu'on est du côté espagnol. Ouais. Donc non. Parce que oui, on peut dire qu'au moins 95% des pistes sont côté espagnol. Oui, on passe un petit peu par Andorre et un petit peu par la fin en France, mais principalement en Espagne. Tout en Espagne. Par contre, voilà, nous pour la prochaine fois, on veut vraiment
que ce soit un petit peu plus dur parce qu'on a remarqué tout simplement que c'est ce qu'on aime avec les Transalp. On aime bien les single track où ça devient un peu plus enduro. Ouais. Chaque fois qu'on aime bien, c'est quand il y a un petit passage technique, comme à Belkacem au Maroc, on a adoré ce moment-là. Voilà, tous les mini passages techniques qu'on a eu dans les Pyrénées, c'est ce qu'on préfère finalement. C'est pour ça que pour la prochaine fois, on a décidé il faut aller qu'on élève un peu le niveau et qu'on fasse des pistes un peu plus enduro, un petit peu enduro. Pour le prochain voyage, on a déjà évidemment commencé à réfléchir un petit peu. Et on a plusieurs idées. On a par exemple comme la Tunisie, la Roumanie ou le Portugal. Alors, des destinations vraiment très différentes. La Tunisie, c'est vraiment pour retrouver les dunes qu'on a adorées au Maroc. La Roumanie, c'est parce que quand même c'est une place connue dans le monde de l'enduro, notamment avec la Roumaniax par exemple. Et on pense aussi au Portugal. Pourquoi pas, le TET Portugal a l'air bien. Mais je pense que la Roumanie, ça a l'air pas mal. C'est un peu le paradis de l'enduro. Le Portugal aussi, ça a l'air sympa. On ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas trop encore. Dans tous les cas, peu importe la destination, on aimerait vraiment s'améliorer encore plus niveau vidéo, niveau film. En fait, on y a vraiment pris goût et on aimerait peaufiner encore tout ça. On a repéré, c'est toi l'œil du photographe, tu vois maintenant ce qu'il faut faire. Mais même ensemble, on sait ce qu'on doit améliorer. Force, c'est la deuxième série, on sait comment faire mieux. Mais ce qui nous bloque pour l'instant, c'est le matériel. On a déjà remarqué qu'on avait beaucoup trop d'images de GoPro, de casque. Et c'est toujours en plus sur ton casque à toi. C'est toujours mon casque. Parce qu'en fait, on a 2 GoPro. La mienne est assez récente, elle est stabilisée, l'image est assez jolie. Celle qu'a Michel, c'est une vieille GoPro et l'image n'est pas stabilisée, la qualité n'est pas terrible. Alors effectivement, tu filmes. Ouais, mais on ne l'utilise pas. Mais à chaque fois qu'on monte, on se dit non. À chaque fois on regarde les images, on se dit c'est pas très joli. Ça colle pas avec le reste, ça va pas, donc on l'utilise pas. On a trop de GoPro et on n'a pas assez d'images où on se filme passer avec la moto. Parce que ta petite Canon que tu avais achetée pour le Maroc. La petite caméra de poing qu'on a, c'est pareil. C'est pareil, c'est pas une petite caméra entrée de gamme et la qualité n'est pas là. En fait, on aimerait se filmer plus l'un l'autre, que ce soit sur la moto, mais aussi en dehors de la moto pendant nos pauses, quand on s'arrête, quand on rencontre des gens, pour vraiment plus vous partager le voyage avec des belles images. Mais voilà, il faut qu'on s'équipe, il faut qu'on change de matériel. On a hésité. Mais on l'a fait, on a ouvert un compte Tipeee. Franchement, on a vraiment hésité parce que le but de la chaîne, c'était absolument pas d'ouvrir un compte Tipeee et d'essayer d'en faire de l'argent. D'ailleurs, dès le début, on donnait nos traces GPX, on donnait plein d'infos. En fait, on a tellement pris goût, même moi, qui n'étais pas dans le monde de la vidéo, mais tellement pris goût à essayer de faire des choses propres, de qualité, qu'on aimerait bien continuer de progresser. Progresser, de faire encore mieux. Donc, si vous voulez nous donner un petit coup de pouce pour le matos et pour avoir des vidéos encore plus belles, le lien, on le met dans la description. D'ailleurs, on a quelque chose d'important aussi à vous dire. Je pense qu'on peut parler de notre projet pour la suite. La suite pour 2021. Donc on va faire un nouveau voyage et surtout avec de nouvelles motos. Avec des nouvelles motos. Donc c'est un peu ça. C'est pas une surprise. Je pense que un peu quand même. On n'en a pas parlé encore sur YouTube. On n'en a pas parlé sur YouTube, mais pour ceux qui nous suivent sur Instagram, on met pas mal de stories parce qu'effectivement, on les a achetées presque il y a un peu plus d'un mois déjà. Et on se lance dans une restauration totale des motos. Donc voilà, sur Instagram, beaucoup de monde nous suivent. Et ceux qui suivent ont vu les étapes. On a vu déjà les étapes un petit peu. On a commencé à démonter. Y a le moteur qui est juste ici derrière. Voilà, on commence un petit peu à travailler dessus déjà. Donc c'est pas une surprise pour tout le monde. Mais donc les prochaines motos, ce sera des Honda 600 XR. C'est des motos fin des années 80, début des années 90. En fait, c'était tout le temps quasiment les mêmes modèles. Il y a eu des petites modifications mineures, mais grosso modo, Honda ne se sont pas embêtés. Ils ont fait un modèle et ils ont gardé ça pendant 10-15 ans. Et voilà, on espère qu'avec ces motos-là... Pourquoi déjà on a choisi ça? Parce que on vous a dit plusieurs fois dans plein de vidéos qu'on trouvait les Transalp trop lourdes et on vient de vous dire qu'on aimait les passages techniques et on voulait une moto plus légère. C'était déjà le premier critère et un peu plus typé enduro. Donc là on est en plein dedans avec la XR.
On doit être à peu près, on ne les a pas pesés encore, mais autour de 130 kg à sec. Donc les Transalp plutôt autour de 200, 180-200. Ouais, suivant les modèles, pareil. Suivant les années. Donc là, on gagne 60 kg déjà pour commencer. Et puis on gagne une garde au sol bien plus importante, des suspensions un peu typées cross enduro. Voilà. Par contre, on perd le démarreur électrique. On perd le démarreur électrique et on perd un confort sur la route. Bien sûr, la selle est beaucoup plus fine, beaucoup moins confortable, la position. Mais juste de les déplacer, c'est-à-dire juste de les pousser pour les charger dans le véhicule ou pour les déplacer dans le garage, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est totalement... La Transalp, il faut faire attention. Ouais, c'est lourd, on se fait emporter par le poids. Tu te fais emporter du mauvais côté, c'est terminé. Là, ça ressemble vraiment à une... C'est pas une moto de cross. Une moto de cross, ça fait suivant le modèle entre 90-95 kg et 105-110, suivant si c'est une 125, 2,5, 450. Là, on est 130, donc c'est quand même un petit peu plus lourd. Mais c'est pas la Transalp du tout. C'est vraiment, on sent qu'on a, si on compare avec la Transalp, on a un jouet. Ouais, c'est sûr. On espère. Ça nous a même choqué quand on les a pris en main la première fois. C'est vraiment beaucoup plus petit et plus léger. Et comme ces motos, on les a eues pour pas trop cher, mais l'état, on va dire un peu comme on dit, dans leur jus. Ouais. Elles démarraient, mais il n'y a aucune vis qui est... Enfin, ça a été repeint, il y a eu peut-être beaucoup de propriétaires. Toi, la tienne, elle était d'une couleur ravissante. Moi, il y avait le cadre violet. Violet, enfin bref, il y a plein de petites choses à refaire, les réglages carbu. Donc on a tout démonté et on va filmer. Ouais. Enfin, on a déjà commencé à filmer. Et on va surtout filmer la partie où on remonte de belles pièces. Je pense que ça peut plaire, ce genre de vidéo de restauration. On nous l'a demandé déjà dans les commentaires. On dit restauration parce que donc, la mienne est de 93. 92, bon, ça les mêmes, mais on a décidé de changer leur look complètement. On aime bien les motos un peu plus anciennes. Les premières XR de 85-86, elles avaient le cadre rouge avec les jantes dorées. Et pour nous, c'est les plus jolies. Et donc on a décidé de faire des répliques des années 85-86. Donc nouvelle peinture de cadre et nouvelles jantes. Mais ça va faire une belle vidéo de restauration. Peut-être qu'on en fera plusieurs, mais... Une ou deux, maximum. Maximum deux. Et moi, je pense que les fans de mécanique peuvent apprécier de voir ça. Donc voilà, la prochaine moto sur 52 degrés sud, ce sera une Honda 600 XR. Ouais. Mais avant ça, on va vous sortir une autre vidéo. Ah oui, c'est vrai. Et on en avait parlé un tout petit peu, comme ça, dans le casque, pendant un épisode dans les Pyrénées, qu'on aimerait bien essayer une Goldwing. Et on en a parlé à la concession Honda qui est à côté de chez nous, ADN Moto. Et il a tout de suite accepté. Il nous a prêté une Goldwing pendant une journée. Et donc on s'est filmé. On a fait 350 km à deux. On a beaucoup roulé. On a adoré cette moto. Elle est vraiment géniale. On va pas vous en dire trop maintenant. Ouais, on va laisser ça pour l'épisode. Mais c'est vrai que cette moto, alors on n'est plus du tout dans le tout-terrain. On n'a pas fait de tout-terrain avec, bien sûr. Donc c'est peut-être un peu différent de ce qu'on a déjà fait, mais c'est pas grave. C'est la moto parfaite pour faire le voyage sur la route. Ouais. Donc on reste dans le voyage moto. Je pense qu'il n'y a pas meilleur. C'est incroyable. Donc voilà, on vous en dit pas plus, mais j'espère que cette vidéo va vous plaire. On vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle série sur cette Transpyrénéenne et d'avoir regardé ce dernier petit débrief. On espère que c'était pas trop long. On a essayé de répondre à tout le monde. Si vous avez encore des questions et qu'on a peut-être oublié parce que c'est pas évident de répondre à tout le monde, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis nous, on se retrouve dans le prochain épisode sur une moto de 400 kg, un gros 6 cylindres. On espère que ça vous plaira. Et à bientôt. Ciao.